Dans cette vidéo, nous allons donc nous intéresser à la première section du chapitre 5 qui porte sur les ressources et les compétences dans l'entreprise. Cette première section s'intitule « La firme comme un ensemble de routines » et au travers d'elle, nous allons nous intéresser à différentes théories et nous commençons par la théorie de la rationalité limitée d'Herbert Simon. Le point de départ de cette théorie, c'est de montrer que les théories économiques qui l'ont précédée se sont essentiellement posé la question de l'accès à l'information. C'était ça qui faisait la différence, le fait qu'on ait ou qu'on n'ait pas une information, mais ne se sont pas intéressés à un autre élément qui est tout aussi, si ce n'est plus important, à savoir la capacité des individus à pouvoir traiter cette information. Et donc c'est là l'apport fondamental de la théorie de Simon, c'est de montrer que ce n'est pas l'information qui est synonyme de connaissance, mais la connaissance, c'est la manière dont on va mettre en place des raccourcis cognitifs, des routines organisationnelles, de manière à traiter plus rapidement cette information, de manière à prendre des décisions plus rapides. Un des points, un des apports essentiels de la théorie d'Herbert Simon, c'est notamment la proposition de ce processus IMC que vous pourrez lire sur ce slide, où il montre que finalement toutes les décisions se prennent suivant un processus identique, c'est-à-dire une première phase d'intelligence où on va recueillir des informations, celles qui nous paraissent nécessaires pour prendre une décision. Donc concernant une entreprise, elle va essayer de prendre des informations sur son environnement, sur ses caractéristiques, sur les caractéristiques de ses concurrents, etc. À partir de là, on va avoir ensuite une phase de modélisation, c'est-à-dire que les informations qui ont été récoltées vont être traitées, analysées par les décideurs qui vont ensuite voir quelles sont les différentes alternatives et ensuite ils vont procéder au choix. Donc le choix, c'est le choix de la meilleure solution compte tenu des contraintes. Et on peut rajouter à ce processus IMC une autre étape qu'on intitulerait F pour feedback, où on va mettre en place des contrôles et mettre en œuvre d'éventuelles actions correctives. Alors, quel est l'intérêt de cette approche d'Herbert Simon? C'est effectivement d'avoir en tête que toutes les entreprises ne vont pas appliquer de manière parfaitement identique ce processus intelligence, modélisation, choix. Et donc, par conséquent, cela peut expliquer les différences de performance entre les entreprises, c'est-à-dire le fait que certaines aient un avantage concurrentiel, compétitif sur d'autres. Et bien, cela peut simplement s'expliquer par le fait qu'elles n'ont pas traiter l'information de la même manière. Donc les entreprises peuvent avoir la même information au départ, mais si la manière dont elles l'analysent, la travaillent, la transforment pour prendre leurs décisions diffère, et bien cela peut expliquer qu'à certains moments, certaines entreprises vont être plus performantes que d'autres. Ce que l'on vous propose ensuite, toujours dans cette première section, c'est de vous intéresser aux théories évolutionnistes des firmes. Donc, plusieurs contributions essentielles à la théorie évolutionniste, notamment les travaux de Hannan et Freeman en 1997. Mais les auteurs qui sont le plus souvent cités concernant cette théorie évolutionniste sont Nelson et Winter avec leur ouvrage de 1982, An Evolutionary Theory of Economic Change. L'intérêt de cette approche évolutionniste de la firme, ça va être de montrer que les entreprises se caractérisent par un certain nombre de routines et la métaphore qui est faite par les auteurs est de comparer les routines des entreprises avec les gènes en biologie. Donc, de la même manière que les espèces ont des gènes qui vont les caractériser et qui vont surtout expliquer leur capacité à s'adapter à certains types d'environnements, eh bien, les routines, ce sont la même chose pour les entreprises. C'est-à-dire que les routines sont source d'une stabilité organisationnelle qui est importante pour les entreprises. C'est-à-dire que si les entreprises changeaient de mode de fonctionnement ou de mode de décision de manière trop régulière, cela serait dangereux pour elles. Mais à l'image des gènes, eh bien, les routines organisationnelles peuvent faire l'objet de mutations, c'est-à-dire qu'elles peuvent évoluer, se transformer de manière à ce que l'entreprise puisse s'adapter à son environnement. Alors évidemment, le fait que les routines de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qu'elle a acquis par le passé comme mode de pensée, mode de fonctionnement, mode d'organisation, s'apparente à son appareil génétique, ça va générer un phénomène important dans la théorie évolutionniste, c'est le phénomène de la dépendance de santé. Donc ici, l'idée, c'est que les décisions de l'organisation, ses relations, ses frontières avec son environnement, et bien tout ça, ça dépend de l'ensemble des choix qui ont été faits par le passé et surtout des routines qui se sont mises en place par le passé. Et donc, la pression de l'environnement économique sur les entreprises est importante, mais ça s'exerce de manière indirecte par la sélection des firmes dont les routines sont adaptées, et donc une certaine forme de sélection naturelle, si on voulait filer la métaphore avec l'analyse génétique. Par conséquent, les processus et les technologies qui sont maîtrisés à un instant T par les firmes vont conditionner les possibilités d'évolution de la firme.
Si vous faites un petit peu de recherche sur Internet, vous allez voir que des exemples de dépendance de sentier, vous pouvez en trouver énormément. Un des plus connus étant effectivement l'histoire des claviers AZERTY. Et donc, je vous invite à aller naviguer sur le net de manière à lire un petit peu d'informations sur le pourquoi du comment les claviers sont des claviers AZERTY. En quelques mots, hein, cette disposition des touches remonte à l'époque où on avait des machines à écrire qui risquaient de se bloquer, puisque pour pouvoir avoir une lettre, il fallait qu'une tige métallique vienne frapper le bandeau encreur sur le papier. Et donc, les lettres ont été disposées de manière à ralentir la vitesse à laquelle on pourrait taper à l'ordinateur. Aujourd'hui, qu'on n'a plus ce problème technique, il serait intéressant d'avoir des claviers dont les touches seraient disposées différemment, de manière à pouvoir aller plus vite. Mais en dépit d'innovations brevetées qui ont été faites pour avoir des claviers plus rapides, eh bien, les individus sont aujourd'hui beaucoup trop habitués à ces claviers pour qu'il soit intéressant commercialement de développer de nouveaux types de claviers. La conséquence de cela sur la question de la performance de l'entreprise, c'est que, effectivement, et ça c'est assez évident, les entreprises n'ont pas toutes la même histoire, n'ont pas toutes développé des routines identiques, et leurs performances actuelles dépendent de manière très importante de leurs choix passés et également de leur capacité d'adaptation. Et c'est là où ça ressemble un peu à quelque chose de circulaire, puisque leur capacité d'adaptation, c'est également conditionné par les choix passés. Donc, on voit bien ici l'intérêt de comparer les routines organisationnelles aux gènes des individus, puisque effectivement, si les gènes ne se modifient pas assez souvent, eh bien cela va réduire les capacités d'adaptation. Mais il est aussi important d'avoir une certaine stabilité organisationnelle pour les entreprises. Évidemment, à l'image de la section précédente, eh bien, cela peut expliquer les différences de performance entre elles, c'est-à-dire que effectivement, les routines qui ont été mises en place pour les entreprises par le passé peuvent expliquer qu'à certains moments, certaines d'entre elles seront plus performantes que d'autres. Enfin, dans la dernière sous-section de ce grand 1 sur la firme comme un ensemble de routines, on vous invite à nous intéresser à la question de la culture d'entreprise, notamment à travers les travaux de Schein, qui est l'auteur majeur, l'auteur référent lorsqu'on s'intéresse à cette question. Et donc, vous avez ici une définition qui vous est proposée et également la construction de Schein, c'est-à-dire qu'il va nous montrer que la culture se manifeste à différents niveaux au sein de l'entreprise qui sont plus ou moins visibles. Certains sont très profondément ancrés dans l'entreprise et ne sont pas directement observables, alors qu'à d'autres niveaux, la culture d'entreprise s'observe de manière directe. Donc, cela repose sur le fameux triptyque prémisse, valeur, artefact. Ce qu'on appelle les prémices, ce sont les croyances générales et philosophiques qui sont à la base de la culture d'organisation, c'est-à-dire des croyances qui sont très profondément ancrées dans les comportements des individus, très souvent de manière inconsciente, et dont le non-respect est inconcevable. Deuxième niveau d'analyse de la culture, c'est ce qu'on va appeler les valeurs. Les valeurs, c'est l'actualisation des prémices de l'organisation, c'est-à-dire ce sont des critères de décision, des normes de comportement, des habitudes qui passent du simple statut d'opinion au statut de valeur pour le groupe, puisque ce sont des critères de décision ou des normes de comportement qui ont fait preuve de réussite par le passé et qui deviennent des façons de faire habituelles de l'entreprise. Et enfin, le troisième niveau, c'est le niveau des artefacts. Et donc, c'est là que vont apparaître les éléments visibles. Donc, les artefacts, ce sont les manifestations visibles de la culture d'organisation. Et donc, c'est la structure de l'entreprise, les technologies qu'il utilise, les produits qu'elle propose, le code vestimentaire, les habitudes, etc. Et donc, ça, ce sont des choses qui sont beaucoup plus faciles à observer, mais qui ne sont pas pour autant faciles à interpréter. Si on voulait développer un exemple de comment est-ce que ce triptyque fonctionne, on pourrait, par exemple, partir d'un prémisse qui correspondrait à la théorie de l'individu Y de MacGregor qu'on a vu dans le chapitre 4, où on partirait de l'idée que l'homme est fondamentalement bon et que si on lui laisse de la liberté, de la latitude, il effectuera un bon travail. Donc ça, ce serait le prémisse. Ça se transforme ensuite en valeur. Donc ça va correspondre à des valeurs qui seront partagées au sein de l'entreprise, à savoir de l'autonomie, laisser de la liberté aux individus, leur laisser la possibilité de s'épanouir, de se développer d'un point de vue personnel. Et donc, de manière visible ensuite, eh bien, au niveau des artefacts, ça donnerait lieu à des matérialisations concrètes de cela dans l'entreprise. Et donc,
Une entreprise qui aurait ce type de prémices et ce type de valeurs, eh bien, c'est une entreprise qui plus facilement proposera du télétravail ou qui laissera de la liberté horaire aux individus ou qui mettra en place des démarches de standardisation qui porteront davantage sur les compétences que sur les tâches. Pour conclure, et donc la conséquence de cela, c'est que évidemment toutes les entreprises n'ont pas la même culture et que la culture de l'entreprise va conditionner sa compatibilité avec son environnement. Et donc ici encore, la culture peut être le point de départ de l'explication des différences de performance entre les firmes. Pour en finir avec cette section, ce qu'on vous propose ici, c'est une typologie des différentes formes de culture d'entreprise qui s'appuie notamment sur un travail qui a été fait par François Normandin, qui est professeur à HEC Montréal. Le lien est disponible ici. On va également vous mettre le document sur le site. Et donc, ce que vous verrez ici, c'est qu'effectivement, il y a différentes formes de culture qui seront présentées dans les slides toujours de la manière suivante, donc avec des valeurs communes, des qualités qui sont recherchées particulièrement, à l'inverse des défauts qui sont plutôt qu'on cherche à éviter, des actions déterminantes, des objets qui sont valorisés et des rôles exemplaires et des images représentatives. Donc à chaque fois, on appliquera la même grille de lecture pour les différentes entreprises et ça va permettre de voir qu'il existe un certain nombre de cultures. Donc on ne rentre pas dans le détail dans le cadre de cette vidéo puisque ce sera assez facile pour vous d'aller lire les slides, mais on peut simplement les faire défiler ensemble. Donc la première des cultures est la culture civique qui s'appuie sur des valeurs de respect, de volonté générale et de participation. Et donc ici, effectivement, on peut penser à des entreprises comme Médecins sans frontières, Greenpeace ou autres formes d'organisation non gouvernementale. Vous avez ensuite la culture d'innovation qui met surtout en avant la créativité et l'imagination. Et donc vous pourrez lire ensuite ici les autres caractéristiques. Et donc ici, on peut penser à des entreprises jugées innovantes comme Google, comme Apple, Ubisoft, Microsoft, Intel ou encore Facebook. Troisième type de culture, ce qu'on appelle la culture de prestige, où les valeurs communes sont surtout l'estime des autres et la notoriété. Vous pourrez lire ensuite ici les autres caractéristiques avec des exemples ici aussi, essentiellement issus de l'industrie du luxe. Donc on peut penser au groupe LVMH, on peut penser à Bentley ou encore à Versace. La culture traditionnelle, qui s'appuie davantage sur le respect des personnes et des traditions, avec des qualités recherchées cohérentes avec cela. Vous lirez la suite des caractéristiques sur les slides qui ont été mis en ligne, avec des exemples ici qui sont surtout des exemples d'entreprises dites paternalistes. Donc on peut penser à Baume & Mercier, on peut penser à Champion aux États-Unis, et l'exemple topique de la firme paternaliste en France, c'est notamment l'entreprise Michelin. Ensuite, la culture marchande, d'accord, donc où la valeur commune ici est surtout la concurrence, la saine compétition, l'émulation, la stimulation entre entreprises concurrentes. Et donc, parmi les exemples de culture marchande, on peut en citer quelques-uns, mais la liste serait très longue si on cherchait à être exhaustif, mais on peut penser à des entreprises comme Samsung, comme Nike, comme Coca-Cola, comme McDonald's. On pourra citer ici le fait que le Samsung, qui est donné en exemple ici pour la culture marchande, aurait tout à fait pu être cité tout à l'heure pour la culture d'innovation, ce qui montre que on a bien ici une typologie des cultures, mais qui ne sont pas incompatibles entre elles. Et donc, il est tout à fait envisageable de trouver des entreprises qui empruntent à la fois à deux cultures en même temps. Donc, Samsung comme Apple, ce sont deux entreprises dont on pourrait tout à fait dire qu'elles sont à mi-chemin entre la culture marchande et la culture d'innovation. Enfin, dernière culture, la culture professionnelle qui met en évidence l'efficacité et la performance. Et donc, comme exemple parlant d'entreprises qui relèvent de cette culture professionnelle, on peut penser notamment aux compagnies d'assurance, aux banques et également aux cabinets de conseil. Donc, ici, on pourra citer Accenture, BNP Paribas ou encore KPMG, mais la liste ici encore serait longue. Voilà pour cette section 1 du chapitre 5 et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la section numéro 2.